L'Afrique tout entière continue de se poser des questions au sujet de la Côte d'Ivoire. Par exemple, comment se porte le pays des éléphants depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara? Où en est le processus de réconciliation nationale? L'affaire Simone Gbagbo n'est-elle pas un nouvel épisode dans la série que certains ont au fait d'appeler la chasse aux sorcières en Côte d'Ivoire? Que se casse-t-il derrière les remous qui secouent en ce moment le rassemblement des oufouettistes? Ou encore, qu'est-ce qui a contraint le président Ouattara à dissoudre le gouvernement et quelles sont les missions de la nouvelle équipe gouvernementale? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. Son Excellence Adama Dosso est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Il est l'invité de cette édition de Recto Verso. Dans une vingtaine de minutes, comme c'est le cas tous les dimanches, il retrouvera sur le second plateau deux de ses contradicteurs qui, même s'ils ne sont pas ivoiriens, ont tout de même une parfaite maîtrise du sujet. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir porté votre choix sur Vox Africa et bienvenue à cette nouvelle édition de Recto Verso. Excellence Adama Dosso, bonsoir. Bonsoir. C'est pas Adama Dosso, mais c'est Dosso Adama. Dosso Adama. On pensait que c'était blanc bonnet ou bonnet blanc. Non, en Côte d'Ivoire, c'est Dosso Adama. Dosso Adama. D'accord. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau parler de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui se porte très bien. Alors, on a parlé à profusion de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir là-dessus. Je crois que toi, il dit sur le sujet. Ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est de savoir la Côte d'Ivoire du président Ouattara, comment se porte-t-elle? Et c'est la question que je vous pose d'entrée de jeu. La Côte d'Ivoire du président Ouattara se porte très bien, se porte même à merveille. La Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, respire une santé des chats. Le pays avance, la Côte d'Ivoire est au travail. Les Ivoiriens sont contents du travail qui est abattu. Le président continue. Tous les Ivoiriens? Les Ivoiriens sont contents. J'ai dit tous. Tous les Ivoiriens. Je ne dirais pas peut-être que tous les Ivoiriens à 100%. Même Dieu même qui a créé même le monde ne fait pas l'unanimité. Oui. Il va s'en dire certainement qu'il y a certaines personnes qui sont non, parce qu'à vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a aucun problème en Côte d'Ivoire. Non, nous n'avons pas de problème. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. C'est la perception que vous avez peut-être de l'extérieur, qui pensait que tout est sens dessus, sans dessous, et que c'est le branle-bas. Non, la Côte d'Ivoire se porte très bien. On n'a pas l'impression que c'est le branle-bas, monsieur l'ambassadeur, mais on perçoit quand même qu'il y a un certain nombre de problèmes qui continuent de miner la Côte d'Ivoire. Je l'ai traduit en quelques éléments. On a, par exemple, des grosses craintes au sujet des droits de l'homme qui parlent de torture. Il y a des gens qui sont revenus au Côte d'Ivoire qui parlent aujourd'hui d'une Côte d'Ivoire militarisée, très policée, des gens qui sont traqués, des gens qui ont peur, qui sont partis en exil, qui ont peur de revenir en Côte d'Ivoire. Et vous nous dites que tout va bien. Tout va très bien. Je sais à quoi vous faisiez allusion en parlant certainement de cette question des droits de l'homme, ces ONG, et notamment Amnesty International. Et si la Côte d'Ivoire avait quelque chose à cacher, je crois que Gaëtan Moutou et son équipe n'auraient pas été reçus par les plus hautes autorités de ce pays. Oui. Si nous avions quelque chose à cacher, nous n'aurions pas du tout demandé à Gaëtan Moutou d'aller là où il veut. Donc je crois que nous ne cachons rien. Mais nous considérons cela également comme étant peut-être l'amour, une certaine sympathie que ces organisations-là nous vouent. Voyez-vous, dans certains pays aujourd'hui, les questions des droits de l'homme, on pourrait peut-être les considérer comme solubles également dans du pétrole. Oui. Parce qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme dans certains pays que je ne vais pas citer. Oui. Bon, on ne fait pas cas de ces pays. Si nous, peut-être parce que la Côte d'Ivoire est actuellement sous le feu de la rampe, monsieur. Non, ce n'est pas question de feu de la rampe. Peut-être que nous suscitons peut-être de la sympathie. Oui et non. Nous suscitons de la sympathie. Nous sommes un pays phare dans la sous-région. Oui. N'oubliez pas quand même que nous représentons au moins 40% quand même du PIB au niveau de l'UMOA, donc c'est tout à fait normal. Mais il faudrait également que ces ONG-là comprennent qu'on ne sort pas d'un conflit ou d'une crise comme si on sortait d'un dîner gala. Ce qui a été fait est déjà énorme. Nous savons qu'il y a encore des choses à faire. Mais quand même, il faut reconnaître également que beaucoup a été fait. Alors, parlons donc de ce qui reste à faire, parce que c'est ce qui semble préoccuper tout le monde. Vous savez, on s'occupe très rarement du train qui arrive à l'heure, c'est celui qui arrive en retard qui préoccupe. Aujourd'hui, par exemple, où en est le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est en bonne voie? Est-ce qu'il est même enclenché? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'il faille aller à la réconciliation? On sait que les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo estiment qu'il ne peut avoir de réconciliation que lorsque ce dernier, par exemple, aura été libéré. Qu'en est-il exactement? Je voudrais d'abord faire comprendre à ceux-là, et puis peut-être même à vous-même ou ceux qui pensent peut-être de la même façon, un État, c'est un État souverain. Un État est régi par des lois. On ne peut pas poser des conditionnalités ou on ne peut pas poser des questions préjudicielles lorsqu'on sort d'une situation pareille pour dire que tant que nos compatriotes ou bien nos collègues, nos amis ne sont pas libérés, nous ne venons pas à la table de négociation. Il faut peut-être faire d'abord un minimum de preuve de bonne foi. Et je pense certainement qu'à partir de là que l'autorité certainement qui est en face peut également faire des concessions. Donc pour vous, des négociations doivent se faire à la table des négociations et non en dehors? Non, en dehors.
La négociation doit se faire forcément à la table de négociation. Lorsque vous sortez d'un conflit, même les Indiens, lorsqu'ils sortaient d'un conflit avec les Kakas sur leur dos, les Kakois, pardon, ils venaient s'asseoir à la table de négociation pour discuter. On ne reste pas en dehors de la table de négociation pour poser des questions préjudicielles. Non. Il faut venir à la table de négociation, poser vos préoccupations, vos problèmes, et à partir de ce moment-là, on comprendra effectivement que soit elles sont légitimes ou elles ne sont pas légitimes. Mais figurez-vous par exemple que lorsque nous sommes sortis de la crise, il y a eu les élections législatives. On a demandé au Front populaire ivoirien de participer aux élections législatives. Ils ont posé des questions préjudicielles. On leur a dit non, ça ne peut pas marcher. Venez d'abord aux élections. Ils ne sont pas venus aux élections. Ils ont même pris de l'argent pour dire qu'ils allaient aller aux élections. Ils ne sont pas venus aux élections. Certains même se sont désolidarisés de leur parti, qui se sont présentés en candidat indépendant dans leur zone. Ils ont été élus. Donc nous ne voyons pas la chose de cette façon. Nous pensons qu'il faut venir d'abord s'asseoir à la table de négociation. Je crois que c'est en ce moment-là qu'on respecte aussi l'autorité qui est en place. Et c'est en ce moment-là que des questions peuvent être discutées. Excellence. Est-ce qu'il est aussi... Je voudrais revenir à une de vos questions tout à l'heure. Vous demandez si la question aussi, le processus de réconciliation est enclenché. Le processus est bel et bien enclenché. Le président Bani travaille avec son équipe. Il y a eu cette campagne d'abord de sensibilisation. Les comités au niveau local ont tous été installés. Et je crois qu'ils vont passer maintenant à une autre étape dans le cadre du processus de réconciliation. Alors, merci parce que vous dites en même temps qu'il faut venir aborder les négociations à la table de négociation, pas y mettre des revendications en dehors. Et en même temps, est-ce qu'il vous semble judicieux, pendant qu'on est en train d'engager justement un processus comme celui de la réconciliation, et vous le savez mieux que moi, il est très complexe en Côte d'Ivoire, que pendant qu'on est dans une démarche comme celle-là qui vise à pacifier le pays et à enterrer les vieux démons, qu'on soit en train de sortir des squelettes des tiroirs avec notamment l'affaire Simone Gbagbo, que tout le monde classe tout de suite dans le grand épisode de la chasse aux sorcières. Pensez-vous donc que la réconciliation est incompatible avec la justice? Donc, pour vous, c'est la justice. Je vous pose la question. Pensez-vous qu'une réconciliation suppose donc impunité? Ici, c'est moi qui pose des questions, Excellence. Pour moi, j'estime que la réconciliation n'est pas incompatible avec l'impunité. Je l'ai dit souvent à certains de vos compatriotes. Autant Dieu a mis le miel et l'aiguillon dans l'abeille, autant il a mis également l'os et le nerf dans le corps humain. Donc, il est un moment bon que l'individu fasse preuve de fermeté et de douceur. Donc la réconciliation n'est pas incompatible avec le processus d'impunité. Mais est-ce que ressusciter une affaire, ou alors pas ressusciter, mais sortir au grand jour une affaire comme celle de Mme Gbagbo n'est pas de nature à mettre un peu d'eau au poudre quand on sait déjà que la condition de M. Gbagbo n'est pas non plus celle qui pourrait faciliter les négociations en vue de la réconciliation? Encore que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ressort, c'est le CPI qui, depuis le mois de février, avait ce mandat d'arrêt sous scellé, qui a levé le scellé et qui l'a transmis aux autorités ivoiriennes. Ce n'est pas le président Ouattara, ce n'est pas le ministre de la Justice, ce n'est pas le Premier ministre qui a remis cette question au bout du jour. C'est la Cour pénale internationale, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement l'ombre de Laurent Gbagbo ne plane pas toujours sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Non, pas du tout. L'ombre de Laurent Gbagbo ne plane pas du tout. Si l'homme de Laurent Gbagbo planerait, je vous dirais seulement que l'homme de Félix Houphouët-Boigny plane également sur la Côte d'Ivoire, que l'homme de Ernest Boka plane sur la Côte d'Ivoire, que l'homme de Moké plane également sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux-là sont des vaillants enfants, des vaillants fils de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire continue d'avancer. Elle avance, mais toujours est-il que ce n'est pas de manière sereine. Le président Ouattara, dernièrement, a été contraint de dissoudre le gouvernement. Non, la Côte d'Ivoire avance de façon sereine. Elle n'était pas content du résultat ou du travail produit par l'équipe gouvernementale. Donc c'est tout à fait normal que moi-même, dans mon service, si je constate qu'il y a un certain laxisme, je tape du poing sur la table. Donc c'est tout à fait normal qu'un capitaine, qu'il essaie de mettre de l'ordre dans sa maison, dans son cabinet. Il n'y a rien d'anormal à cela. Je crois savoir récemment qu'il y a même eu un conseil de gouvernement ou un conseil des ministres au Cameroun ici. Est-ce que ça, c'est le fait que le président n'est pas content? Non, c'est dans le processus normal. Le président n'est pas content de l'équipe. Il a dissous le gouvernement. Il a fait une équipe beaucoup plus restreinte pour aller de l'avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas avec l'ancien gouvernement? Non, ce qui n'allait pas, c'est que le président s'est fixé des objectifs. Le président s'est dit qu'en 2015, si vous le suivez certainement l'actualité, nous avons le programme national de développement qui s'est fixé pour objectif 2015 de réaliser un certain nombre de choses. Et le président avait constaté que le feuille de route qui avait été destiné remis à chaque département ministériel n'évoluait pas comme il le souhaitait. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons un conseil de gouvernement tous les mardis, un conseil des ministres tous les mercredis. Et le président fait une évaluation, un suivi régulier du travail gouvernemental. Il n'était pas satisfait du travail fait par certains ministres, il a dissous le gouvernement. Il aurait pu limoger les ministres dont il n'était pas satisfait du travail. Pourquoi dissoudre tout le gouvernement? C'est lui qui apprécie. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui rendra compte à la fin de son mandat. Oui. Ce n'est pas les ministres. C'est lui qui a été élu sur la base d'un programme. Il n'est pas satisfait de ses ministres. Il dissout le gouvernement. Personne ne peut lui reprocher cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un accord parfait au sein du rassemblement des oufettistes? L'accord est parfait. La symphonie est parfaite.
L'accord est parfait, je crois bien. Je ne suis pas membre de ce parti, du PDCI, encore moins du RDR, mais je crois savoir quand même qu'il y a une symphonie au sein de ces partis. Et on a vu dernièrement, pour la formation du nouveau gouvernement, des tractations en vue de faire rentrer dans le gouvernement des partis d'opposition, notamment celui du président Laurent Gbagbo, qui, une nouvelle fois, a objecté une fin de non-recevoir. Est-ce que ceci vous rassure toujours quant au processus de réconciliation qui C'est ce qui me paraît d'ailleurs paradoxal, parce que je sais que l'un des slogans de ce parti, c'était « Asseyons-nous et discutons ». C'était le slogan du président Gbagbo. Oui. « Asseyons-nous et discutons ». On vous invite à la table de négociation, vous refusez de venir. On vous demande de participer au gouvernement, vous refusez de venir. Vous restez dans cette forme d'éternelle opposition, comme sous l'effet de Houphouët-Boigny, qui les a invités plusieurs fois au gouvernement, ils ont refusé de venir. Ils ont eu le pouvoir en 2000 jusqu'en 2010. Ils ont eu, eux, l'amabilité ou la gentillesse d'inviter d'autres partis à venir participer au gouvernement avec eux. Même le RDA avait participé à ce gouvernement. Ben, on leur a demandé de venir, ils ne peuvent pas venir. On ne peut pas, comme on le dit chez nous, contraindre le cafard à mettre bas. Le cafard fait des œufs. Si vous contraignez un cafard à mettre bas, vous allez l'écraser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, je veux dire, de votre point de vue, est-ce qu'il n'y a pas une certaine, il n'y a pas le président Ouattara lui-même sort de l'opposition avant de devenir président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas des préalables pour qu'un parti d'opposition rentre dans le gouvernement? Est-ce que normalement, là aussi, on ne doit pas émettre un certain nombre de conditions quant à l'action qu'on va mener? Non, ce sont des discussions qui se font certainement entre partis. J'ai été élu sur la base d'un programme. Je veux que vous veniez participer à mon gouvernement. Je veux vous confier tel portefeuille ou tel portefeuille. Voilà les objectifs que je me suis assigné. L'autre certainement dira, bah, écoute, si je rentre dans ton gouvernement, il faudrait que j'ai carte blanche, que je puisse travailler de façon sereine. Mais je pense que c'est des discussions qui se mènent entre partis politiques, entre autorités. Si le FPI n'a pas accepté de rentrer dans le gouvernement, ils savent peut-être pourquoi ils ne sont pas rentrés, mais je pense quand même que le président leur a dit que sa main reste toujours tendue pour les inviter à venir à la table de négociation avec de participer au gouvernement. Alors, on voit beaucoup d'agitation aujourd'hui, des artistes notamment, qui ont engagé un processus pour faire revenir toutes les personnes qui sont parties en exil, parce qu'aujourd'hui, il se dit que les gens qui étaient hier les partisans de Laurent Gbagbo ne sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire. Et ça se voit parce que certains craignent pour leur vie, non, certains ont été contraints de quitter la Côte d'Ivoire. Si c'est une vue de l'esprit, Excellence, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait des regroupements qui incitent les gens à revenir? Non, c'est une vue de l'esprit et je m'érige en faux conseil contre une telle vision. Vous savez, je prends un quartier comme le quartier de Yopougon, qui est le fief du président Laurent Gbagbo. Le maire de Yopougon est en exil, il est rentré. Il vit pleinement, paisiblement chez lui. Et quand il est rentré, il a été interviewé, il a dit que nos camarades qui sont restés sur place ici nous disent ne pas rentrer. Pendant qu'eux, ils sont ici avec leur famille, ils vivent paisiblement, et nous vivons en exil. Le président a dit, tous ceux qui n'ont rien à se reprocher rentrent. Il avait reçu la population de l'Ouest, la région du Gaumont, la région du Tonkin. Il leur a demandé de dire expressément à Marcel Gossio, qui était à l'époque le directeur du port autonome d'Abidjan, il a demandé expressément à un ancien ministre qui est de Diopoué, vous leur demandez de rentrer. Le président, tout, vous n'avez rien à vous reprocher, vous rentrez tranquillement. Je connais certains journalistes qui sont rentrés, qui étaient en exil, mais qui sont rentrés. Pourquoi avait-il senti la nécessité de peut-être qu'il se reprochait quelque chose, mais ils sont rentrés aujourd'hui, ils sont peinards. J'ai même vu avant-hier sur les chaînes de la télévision ivoirienne à l'occasion de la célébration du meilleur journaliste de l'année, au prix Oboni. Quand vous dites peut-être qu'il se reprochait quelque chose, doit-on se reprocher d'avoir été hier partisan de Laurent Gbagbo? On peut avoir été partisan de Laurent Gbagbo, mais sans avoir commis des crimes. Vous savez, à l'époque, quand vous passez à Yopougon, il y a ce qu'on appelait l'article 125, pétrole 100 francs, 25 francs de bois d'allumettes, et puis on vous brûlait vif pour peu que vous soyez peut-être du nord ou bien du centre. Alors, si vous vous êtes rendu coupable d'état exact, c'est évident aujourd'hui, vous-même vous n'êtes pas serré, vous n'êtes pas en harmonie même à votre conscience pour pouvoir rentrer et venir regarder les parents de ceux à qui vous avez fait cela. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui restent en exil. Sinon, tous ceux qui sont partis, craignant pour une raison ou pour une autre, peut-être pour avoir partenaire au cas de Laurent Gbagbo. Je connais aujourd'hui l'un des leaders de la galaxie patriotique qui est venu faire des déclarations sur la chaîne de télévision ivoirienne. Ce qui, sous d'autres cieux, aurait été impossible. Quand on ouvre la télévision ivoirienne à des partis d'opposition, bon, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont monnaie courante en Côte d'Ivoire. Ces leaders-là viennent sur le plateau et inviter leurs camarades à la réconciliation. Pourtant, ils n'ont pas tenu, ils ont battu campagne pour Laurent Gbagbo. Mais personne de leur en a tenu rigueur. Donc, ce n'est pas le fait d'appartenir à Laurent Gbagbo qui constitue un problème. C'est le fait que vous avez commis des crimes et la justice, elle est la même pour tout le monde. Alors, Excellence, vous devez sans doute le savoir, la crise ivoirienne a secoué toute l'Afrique, elle a même divisé toute l'Afrique. Aujourd'hui, où en est
Où en sont les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire, d'abord avec ses voisins de la CEDEAO et à plus avec le reste des pays africains? Le président Ouattara, président de la CEDEAO dernièrement, a pris des mesures fortes, notamment sur le problème d'AQMI et notamment du Nord Mali. Quel est l'état des relations aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et les autres pays africains? Vous savez, depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, nous avons une philosophie, la philosophie de la paix, mais paix à l'intérieur de nos frontières et paix également avec nos voisins. Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui vit en très bonne intelligence avec ses voisins immédiats, que ce soit le Mali, le Burkina, la Guinée, le Ghana ou le Libéria. Il en est de même également de tous les États membres de la CEDEAO. Il ne pouvait pas en être autrement quand on sait que même au lendemain des élections présidentielles, la CEDEAO avait fait écoute pour le président Ouattara. Donc il ne peut pas en être autrement. Et je crois que sur les 15 pays membres aujourd'hui de la CEDEAO, le président a visité 12 pays. Il va visiter, je crois, bientôt les 3 autres pays restants. Et avec les autres pays également de l'Afrique, je crois qu'il n'y a pas du tout de problème. Et la semaine dernière, il recevait le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Il a essayé de dérouler sa feuille de route. Au mois de janvier, il fera une visite d'État au Maroc, du 10 au 13. Ensuite, je crois qu'il se rendra en Tunisie. Et bien sûr, d'autres pays également sont sur la liste qu'il visitera au titre de l'année 2013. Nous avons de très bonnes relations avec tous les pays africains. Il n'y a pas de raison que nous ayons une quelconque animosité avec nos frères africains. Non, pas du tout. Mais vous êtes quand même au courant qu'il y avait une certaine partie de l'opinion africaine qui estimait que la façon dont le président Laurent Gbagbo avait été traité, notamment pour le cas de son arrestation et de son déferment à La Haye, avait été critiquée par une certaine classe politique africaine. Parce que mal informé. Alors, informez-nous. Non, parce que mal informé. Le président Laurent Gbagbo a perdu les élections, il s'en est accroché, il y a eu des milliers de morts, il y a des familles qui ont été décimées. Et c'était tout à fait normal donc qu'il soit arrêté. Pour que s'arrêtent les massacres. Si le président Laurent Gbagbo peut-être n'avait pas été arrêté, la Côte d'Ivoire ressemblerait aujourd'hui à un pays comme la Syrie. Et c'est ce que vous aurez souhaité pour nous? Je ne crois pas du tout. Non, nous on ne l'aurait pas souhaité de toutes les façons. Restons dans le chapitre diplomatique pour parler de la France cette fois-ci, qui, de l'avis d'un certain nombre d'observateurs, a joué un rôle déterminant dans la prise de pouvoir du président Ouattara, qui était donc un grand ami du président Sarkozy. On a vu le président Ouattara aux côtés du président Sarkozy lorsque celui-ci a perdu les élections en France. Quel est l'état des relations entre la France et la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec l'arrivée des socialistes au pouvoir? Donc vous devez comprendre qu'en fait, comme le disait le président américain, un président américain que je vais citer, c'est Kissinger, les pays n'ont d'intérêt, enfin, il y a des vérités au-delà de l'intérêt des pays. Donc, ce qui unit la Côte d'Ivoire et la France, ce sont d'abord... Est-ce que le président Ouattara a, avec le président Hollande, les mêmes rapports qu'il avait avec le président Sarkozy? Non, avec Sarkozy, il a des rapports ce sont des rapports très amicaux, c'est son ami, ça il ne peut pas le nier. Ce n'est pas parce que j'ai été élu président qu'il a perdu les élections que je vais régner quand même mes amitiés. Non, ils ont des rapports très franches, ils ont une amitié qui date de très longue date, mais avec le président Hollande, ce sont des rapports d'État à État. Avant-hier, il a été reçu, ça fait la deuxième fois qu'il a été reçu par le président Hollande. Donc ce qui compte ici, ce sont les intérêts de nos deux pays, ce n'est pas l'individu qui compte. Voilà. Et terminons avec le chapitre économique aujourd'hui. Comment se porte la Côte d'Ivoire? On sait que le conflit avait été très préjudiciable à l'économie ivoirienne, qui avait fait craindre tout lui au mois pour ce qui est de ce mastodonte économique. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment se porte la Côte d'Ivoire d'un point de vue économique? Je crois que c'est l'un des grands succès du président Ouattara. Il ne peut pas en être autrement quand on sait lui-même qu'il est économiste, qu'il a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international, avoir dirigé plus de 80 pays et s'être occupé de l'économie de tous ces pays-là. Il ne pouvait pas en être autrement que nous ayons le résultat et le succès que nous avons aujourd'hui. Nous sommes partis lorsqu'il accédait au pouvoir avec un taux de croissance de moins 8%. Nous avons terminé l'année 2011 à moins 4%. Aujourd'hui, nous terminons l'année à 8,6%. Et l'année prochaine, je crois, il annonce une croissance de 9%. Et en 2014, une croissance à 2 chiffres. Figurez-vous que la semaine dernière, la semaine dernière du 4 au 5, il avait organisé donc ce qu'il a appelé le groupe consultatif au sein de la Banque mondiale à Paris, pour essayer d'engranger des fonds dans le cadre du programme national de développement triennal 2012-2015, puisqu'il a vu de fait la Côte d'Ivoire un État émergent à l'horizon 2020. Et sur un budget de 2000 milliards qu'il avait, sur lequel il tablait, je crois que finalement, la moisson a été beaucoup plus importante que ça. Des projets qui n'étaient même pas inscrits ont été inscrits parce que des personnes sont venues à ces projets-là, ou des ONG ou des groupes sont venus à ces projets-là. C'est 8 000 milliards que le président a pu engranger pour la Côte d'Ivoire,
pour le programme 2012-2013. L'économie se porte bien, la Côte d'Ivoire inspire confiance par son président. Nous sommes un pays phare au niveau de la CEDEAO et il n'y a pas donc de raison que nous n'allons pas de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ces victoires économiques que vous attribuez au président Ouattara sont simplement le fait de ses alliés de la communauté internationale qui l'ont soutenu pendant la période de crise? C'est tout à fait normal. Vous êtes un État, vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Même si c'est le fait de ses alliés, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons d'abord les fondements. S'il n'y avait pas les fondements, s'il n'y avait pas au moins les structures, s'il n'y avait pas le BABA, avant que le président avant que M. Ouattara ne soit président de la Côte d'Ivoire était quand même déjà au niveau de l'UMOA. Ça, ce n'est pas aussi le fait de ses alliés. C'est le fait de ce que nous avons une économie assez forte. Nous avons au moins des structures qui existent. Nous avons une économie libérale depuis Félix Houphouët-Boigny. Ça, ce n'est pas le fait du président Ouattara. Il est arrivé, effectivement. Il a engrangé un certain sympathie. Il a une certaine aura dont la Côte d'Ivoire bénéficie aujourd'hui. Bon, on ne peut pas quand même nier que nous avons quand même une économie qui est assez forte depuis le président Houphouët-Boigny. Alors, pour terminer, Excellence, je vais vous poser une question qui peut paraître tendancieuse. Toute l'Afrique, pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, a décrié cette crise-là et a pensé qu'il ne faudrait plus jamais que cela arrive. Encore qu'il y a une dizaine d'années, personne n'imaginait que ce genre de choses arriverait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les garanties, on a les assurances que pareille crise ne pourra plus se reproduire? On a les garanties que les braises ont été éteintes, qu'on est passé à autre chose en Côte d'Ivoire? Je crois que l'Ivoirien aujourd'hui a compris que les 10 années où la crise post-électorale a été une parenthèse très douloureuse pour la Côte d'Ivoire. Il y a effectivement des années, on n'aurait jamais pensé qu'un tel événement serait survenu en Côte d'Ivoire. Dieu aime autant le Libéria, Dieu aime le Rwanda, Dieu aime également la Sierra Leone. Il aime tout le monde. Je pense que si les enfants ne comprennent pas, ou nos dirigeants, nos présidents, nos autorités ne comprennent pas qu'en fait, que ce qui est plus important, ce sont les intérêts qu'il faut préserver et que ce n'est pas nos intérêts, je dirais, personnels. Je pense que de telles crises ne surviendront plus en Côte d'Ivoire. Et nous sommes très confiants. Nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé. C'est vrai que nous revenons de loin. Pour penser les plaies, c'est difficile. Mais je pense que le président s'y attelle avec son équipe gouvernementale. Nous prions que cela ne survienne plus. Merci, Excellence. On arrive au thème de cette première partie d'émission. Dans quelques secondes seulement, vous allez retrouver donc sur le second plateau vos deux contradicteurs qui auront chacun un échange de 15 minutes avec vous. Madame, monsieur, on se retrouve pour la partie verso de l'émission. Nous marquons juste la petite pause et on se retrouve tout de suite après.